Hérétique est un podcast politique mêlant entretien et débat. Hérétique pour questionner les dogmes et les mythes. Hérétique parce que la politique n'est pas la religion. Hérétique parce que vouloir penser est toujours le début de la dissidence. L'écologie, science, politique ou idéologie, seconde partie. Parce qu'en réalité, vous avez un discours qui est difficilement audible, qui est hérétique, parce que le débat est pris dans une mâchoire, en fait. Il y a d'un côté le catastrophisme écologique, où effectivement, vous l'avez très bien dit, on prend uniquement les informations à charge et on va dramatiser la situation, y compris de manière plus ou moins absurde. Je pense aux plus acides qui ont des frais achroniques dans les années 80 et qui finalement ont fait plus ou moins pchit. Et de l'autre côté, on a des progressistes, des industriels pour qui la nature n'est que source de ressources, n'est qu'un cadre que l'on pourrait aménager de manière la plus rentable possible de toute manière. Voilà. Et vous vous situez entre les deux, en fait. Vous demandez à ce que l'on revienne à la réalité naturelle. Donc à ce qu'on revienne à des travaux de terrain, à ce qu'on réévalue l'état réel des écosystèmes et qu'on se débarrasse de toute une idéologie qui nous empêche de penser réellement l'évolution des milieux naturels. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle industrie d'abord? Moi, je ne sais pas. Est-ce que la foresterie est une industrie? Oui, c'est une industrie. Bien sûr que c'est une industrie. Enfin, je veux dire que les forêts que l'on a, elles ne sont pas, je dirais, antinaturelles. Hein. Je veux dire que de temps en temps, on coupe du bois. Mais oui, enfin, la sylviculture en France, on ne peut pas dire qu'elle soit brillante. On a planté des pins Douglas au milieu de forêts de feuillus. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement intelligent. N'importe qui s'est promené sur un sentier forestier, des feuillus à gauche et des rangées de pins qui poussent beaucoup plus vite et qui sont beaucoup plus rentables à droite. Il y a une forêt qui est vivante d'un côté, et de l'autre côté, on a une forêt industrielle qui est sombre. Oui, on a aussi la Beauce est une grande zone de production de graminées. Quoi. Je veux dire, ok. Hein. Mais quand je circule en France, moi, je ne vois pas que la Beauce. Hein. Je vois aussi quand même des tas d'endroits où apparemment la main de l'homme n'a pas quand même une prise extrêmement importante. Je veux dire que et quand je en suis tout cas, des bénéfices, notamment, on parle très peu des bocages. Mais le bocage est une merveille agroécologique. C'est une merveille agroécologique Que systématiquement, lorsqu'on parle d'influence bénéfique de l'homme envers l'environnement, on parlera des sociétés primitives. On parlera des Amérindiens, on parlera des chasseurs-cueilleurs, on parlera des Inuits, on parlera des Mongols, nomades, etc. Mais alors qu'en France, le bocage, donc breton et vendéen, est une pépite de l'interaction entre l'homme et la nature. C'est un équilibre qui est très subtil et extrêmement intelligent. Et pour le coup, si c'est un critère, d'être très riche en biodiversité. Alors, on a une maison dans le nord de la France, hein, en milieu urbain, c'est-à-dire en zone périphérique d'une petite ville. Mais j'ai plein d'oiseaux, moi, dans mon jardin. J'ai plein d'oiseaux. Quand je vais me promener en forêt, même des forêts qui ne sont pas des forêts de Douglas, je ne vois pas autant d'oiseaux. Hein, je veux dire que quelque part, je ne suis pas en train de dire que c'est un modèle, hein, mais je veux dire que c'est pas parce que l'homme est là que la faune n'est pas là. L'homme, enfin, je veux dire, j'avais fait un papier une fois sur l'âge d'or de la biodiversité en France. Essayons de réfléchir à ce qui existait il y a 100 ans, 150 ans. Hein. On avait une agriculture, je dirais, petite agriculture, des petites fermes avec de la polyculture et un peu d'élevage. Et dans toutes les cours de ferme, il y avait un tas de fumier. Qu'est-ce qu'il y avait sur le tas de fumier? Des tas d'insectes. Et il n'y avait pas l'hygiène comme on a maintenant. Tout le monde avait un tas de détritus dans son coin, dans son jardin, etc. Donc il y avait toute une faune, je dirais, domestique, presque, hein, on peut la qualifier comme ça, qui n'était pas naturelle, mais qui entretenait aussi, je dirais, une autre faune
de prédateurs insectivores ou autre chose, quoi. Bon, l'hygiénisme, c'est un des grands facteurs d'érosion de la biodiversité, l'hygiénisme, hein. Faut surtout pas ne penser qu'il n'y a que l'action des multinationales, hein. L'hygiénisme qui a fait disparaître toutes les mares qu'il y avait dans les prairies, par exemple, pour mettre de beaux abreuvoirs métalliques, c'est plus hygiénique, il n'y a pas de problème. Mais dans toutes ces mares, moi, quand j'étais gamin, il y avait plein d'insectes, de grenouilles, de tritons, de salamandres. C'était mon paradis, moi, hein, tout ça. Malheureusement, je l'ai ramené à la maison, je les faisais crever. Mais je veux dire, bah oui, non, mais il y en avait encore plus, quoi, je veux dire. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que on a des ennemis. Alors l'ennemi, c'est les grandes multinationales et c'est les pesticides. Ah, les pesticides, voilà. Quand le mot est lâché, dès qu'il y a des pesticides, tout est foutu. Bah oui, enfin ça, je demande à voir, hein, quand même, parce que c'est vrai que les pesticides sont faits pour tuer. Mais vous croyez que l'agriculture biologique se développe sans pesticides? Vous croyez ça, vous? On utilise des insecticides qui sont biologiques, mais ils sont faits pour tuer. Hein, je veux dire que sinon, on n'utiliserait pas des insecticides biologiques et pas des insecticides chimiques. Hein. Quand vous regardez les tonnages de vente des insecticides biologiques, ils sont en forte croissance. Hein. Ils ont doublé ou triplé en l'espace de 10 ou 15 ans. Hein. Bon, donc, je veux dire qu'on se fixe des idéaux, enfin des ennemis un peu plus ou moins vrais, plus ou moins imaginaires. Hein, autrefois, c'était l'agriculteur a été pendant longtemps, il est encore un peu le destructeur de la nature. Hein, c'était bien connu, quoi. Et avec le paradoxe énorme de nos sociétés, qui sont des sociétés qui se croient de plus en plus écologistes, mais qui s'éloignent en réalité de la nature vécue, dont vous parlez tout à l'heure. Et nous sommes en train de vivre la disparition des paysans au moment même où tout le monde est en train de fantasmer à propos de la nature. Bah oui, il n'y a plus de paysans. À l'heure actuelle, les agriculteurs qui arrivent à la retraite ne trouvent plus de remplaçants. Hein. Donc on pousse vers une agriculture plus intensive parce que, bah, je veux dire, ou alors il faut dire carrément que chacun va cultiver son jardin, quoi. Je veux dire qu'il faudrait le dire aussi à ce moment-là. Il n'y a pas de solution alternative. Je veux dire, enfin, en tout cas, nous, on n'en propose pas. Hein. On nous dit bien qu'il faut faire ceci, qu'il ne faut pas manger cela. Vous mangez moins de viande, ok? Qu'est-ce qui va se passer avec mon bocage, moi, mon bocage de la Vénois, mon merveilleux bocage que je... Hein, ben, s'il n'y a plus de vaches, le bocage, il va disparaître. Hein. Les paysages vont disparaître, bien sûr. Oui, il va disparaître. Alors, je ne sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura peut-être des grandes cultures, etc. Ce qui se passe aussi avec le problème de la réintroduction du loup, qui pose énormément de problèmes aux éleveurs. Moi, j'avais discuté cet été avec une éleveuse dans les Alpes, et elle avait l'impression que ce que voulait la société, de manière générale, c'était que eux reviennent au XVIIIe siècle en se défendant contre les loups, ou alors qu'ils disparaissent tout simplement, eux, en tant que bergers, et remplacés par une industrie quelconque. Donc il y a un paradoxe énorme dans le discours écologique, même à propos de la viande. De plus en plus d'écologistes ont un discours très critique vis-à-vis de la consommation de viande, et en même temps accompagnent la fabrication de viande de synthèse en laboratoire. Donc là, effectivement, on est dans un monde, et ça c'est très paradoxal, on a l'impression que les écologistes veulent un monde où la nature soit complètement à part de l'être humain, et l'être humain soit complètement à part de la nature, et se débrouille en fait, en se surartificialisant lui-même, quoi, en n'ayant plus aucun rapport avec le milieu naturel. Oui, bah oui, bah on mettra des arbres en plastique, ça sera beaucoup mieux. Hein, il y aura des feuilles toute l'année, quoi. Alors, si je reprends le fil de l'émission, vous avez une critique très féroce de l'écologisme, du discours écologique ambiant, au nom de la science, et vous dénoncez donc l'idéologie, la présence massive de l'idéologie dans les traitements des problèmes écologiques. Quel pourrait être, d'après vous, un début de solution? Quelle pourrait être une écologie politique qui soit la moins idéologisée possible? Bah, je n'ai pas de réponse simple, vous en doutez, sinon ça se saurait. Mais moi, ce que je pense, c'est que on est quand même dans une société qui évolue
qui évolue avec... enfin, je dirais que la destruction de la nature, là je vais reprendre un autre discours, c'est que ce que j'ai vécu là aussi dans les pays en développement et en Afrique, c'est que la pauvreté entraîne la destruction de la nature. Quand on est pauvre et qu'on a besoin de manger ou qu'on a besoin d'argent, si on tue des éléphants pour les défenses, c'est pour avoir de l'argent et pour acheter des motos, des voitures ou n'importe quoi, ou des gadgets occidentaux, j'allais dire, hein, d'une certaine manière. Donc, à partir du moment où vous êtes, où vous vivez, je dirais, dans des situations qui ne sont pas des situations ultra protégées comme celle de l'Europe, vous n'avez pas forcément du tout le même regard. Mais si vous êtes pauvre, je reviens là-dessus, vous êtes encore plus destructeur de la nature. J'ajouterai à ça, mais je vais... La corruption. La corruption, c'est un des grands problèmes de la destruction de la nature partout. Partout, partout, partout. Y compris chez nous. Donc, en améliorant le niveau de vie, on voit bien qu'il y a deux choses qui se passent avec l'amélioration du niveau de vie. Les démographes parlent de la transition démographique, c'est-à-dire que quelque part, quand on améliore le niveau de vie, la natalité diminue. La longévité s'accroît, mais la natalité diminue. Et on voit les problèmes qui se posent actuellement du vieillissement des populations en Europe, hein, par rapport à d'autres pays. On voit bien les efforts qui ont été faits en Chine pour limiter la population, qui n'ont pas marché quand on les a mis en place. Et maintenant, par contre, ils ont du mal à rebooster la natalité là-bas. Je veux dire, hein, il y a quand même des effets un peu retard qui sont intéressants à analyser à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand le niveau de vie augmente, on peut se préoccuper de s'occuper d'autre chose que de satisfaire ses besoins vitaux. Et ces besoins vitaux, c'est bouffer et se protéger. Oui, mais on vous répondra que l'augmentation du niveau de vie a un prix et que ce prix-là est en partie une destruction de l'environnement. Non pas directement, on va pas chasser directement l'éléphant, mais on va détruire des habitats, on va... Oui, on va détruire des habitats, mais je veux dire que, je répète, hein, ou bien on protège la nature et on élimine l'homme. Il faut trouver des compromis. Quelque part, il faut trouver des compromis. Moi, je trouve que finalement, je veux dire, c'est pas si mal ce qui se passe en France, quoi, hein. On voit bien que quand on prend des mesures relativement simples, c'est-à-dire limiter la destruction des espèces, etc., elles reviennent. Ben, ça veut dire que c'est pas sans retour, sans espoir. Moi, ce que je dis, c'est que si on prenait comme exemple les exemples positifs, au lieu de toujours parler de négatifs, hein, si on disait oh, le bocage, regardez, la Camargue, regardez, le lac du Der, regardez, bon, les alpages, regardez, et regardez ce qu'on perd si on les laisse aller, je veux dire, si on ne les entretient plus. C'est ça. Mais même à plus grande échelle, je pense notamment aux trous dans la couche d'ozone, dont on a fait grand cas, et à raison, dans les années 90. Des mesures mondiales ont été prises contre l'émission des chlorofluorocarbones, et c'est relativement efficace, puisque le trou a cessé de s'agrandir, du moins jusqu'à ces dernières années, et a même commencé à rétrécir. Donc l'être humain est capable, même au niveau mondial, d'avoir une action qui est positive, ou en tout cas qui contre les influences négatives. Et on en parle assez peu de ça. On peut en discuter, mais je suis d'accord. Globalement, je suis d'accord. Mais on est allé au Vietnam. Au Vietnam, il n'y a plus un oiseau, hein. Les seuls oiseaux qui chantent, c'est dans les cages, hein. Il n'y a plus un oiseau dans la nature. Et en Chine, je pense que c'est... Dans certaines régions de Chine, c'est à peu près pareil. Personne n'en parle, ça, hein. Mais je veux dire, voilà. Et pourquoi? Ah ben parce que... Alors, moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu de réponse claire de la part des Vietnamiens. Mais dans les villes non plus, il n'y a plus un oiseau dans les villes. Alors, soit dans les campagnes, on peut comprendre que les oiseaux sont des prédateurs de récoltes. Moi, quand j'ai vu des vols de mange-mille en Afrique, c'était des milliers, des dizaines de milliers d'oiseaux qui s'abattaient sur un champ. C'est les sauterelles, pratiquement, hein. Bon, et là, je comprends que les paysans demandaient à ce qu'on fasse un peu le ménage parmi ces espèces d'oiseaux. Mais c'est une des raisons, probablement, que je pense que Mao avait dû dire quelque part qu'il fallait protéger les récoltes et que pour protéger les récoltes, il fallait les protéger des oiseaux, hein.
Oui, bah oui, mais hein, on est dans la survie, je dirais, d'une certaine manière. C'est pas parce que on cherche à détruire la nature, c'est parce qu'on cherche à se protéger. Et je crois qu'il faut avoir toujours ce regard qui n'est pas occidental. C'est que les gens qui n'ont rien à bouffer, ben, c'est important de pouvoir sauver leur récolte, quoi. Mais là, vous abordez un point qu'on n'a pas encore effleuré, c'est que le discours écologique est spécifiquement anti-occidental. C'est-à-dire qu'à entendre les écologistes, c'est l'Occident qui est responsable de toutes les dévastations environnementales. Les pays du tiers-monde ne sont pas responsables, ne peuvent pas être responsables. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a ce biais dans le discours écologique? Si, mais enfin, moi, je dirais qu'il y a un double biais, c'est que l'Occident, comme il l'a fait pour la religion chrétienne, essaie d'imposer une vision de la nature, de sa nature idéale, celle qui existait avant l'homme, hein, dans les pays en voie de développement, qui ont d'autres représentations de la nature. C'est-à-dire que les pays en développement n'ont pas non pas tous en tout cas, non, cette, je veux dire, séparation aussi nette qu'on a eue en Europe entre la nature et la culture, quoi. Enfin, qui est, je répète une fois de plus, une position de philosophe et qui n'était certainement pas la position de la plupart des gens. Hein, il faut pas me raconter d'histoire. Je veux dire, dans les pays agricoles que j'ai connus encore, il y avait tout un tas de mythes, de croyances, je dirais, non, comment, de croyances dans des choses un peu paranormales, Les forces surnaturelles, ouais, le les surnaturel, gagerettes, les esprits voilà, qui habiteraient les les esprits, êtres. bien sûr, oui. Et il y avait beaucoup d'animisme et de paganisme dans les campagnes. Donc la culture occidentale que l'on présente comme celle des philosophes, ça n'est pas celle de la culture occidentale, c'est celle des philosophes occidentaux, c'est pas celle de la population occidentale. Oui, là, vous parlez du livre des thèses de Philippe Descola, de Par-delà la nature et culture, où il accuse effectivement l'Occident d'avoir créé une séparation entre la nature et la culture. Et il la rend plus ou moins responsable des problèmes d'environnement. C'est tout à fait discutable parce que en séparant la culture de la nature, on invente la science d'abord. Ce sont les Grecs qui Oui, l'ont fait. ça On a invente la permis science. d'inventer la Et science. oui, si la culture est confondue avec la nature, il n'y a pas de science possible. Voilà. Et d'autre part, si la société est mise à l'écart de la nature, on peut inventer la politique. Si les deux sont mixés, si les humains sont destinés à suivre les cycles naturels, à obéir aux mêmes lois que les pierres, les torrents et les animaux, il n'y a pas de politique possible. Et les Grecs, dans ce cas-là, ont aussi inventé la démocratie, c'est-à-dire l'autodétermination des peuples. Donc, même la séparation entre nature et culture me semble largement discutable, en tout cas n'a pas à être incriminée dans la crise environnementale. Oui, non, mais je ne crois pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que je vois, moi, dans les grandes ONG internationales, c'est qu'elles essaient d'imposer l'idée qu'une belle nature, c'est une nature qui n'est pas anthropisée. C'est ça, je veux dire que c'est la croyance, c'est la croyance créationniste, quoi, d'une certaine manière, hein, relookée maintenant avec d'autres mots et d'autres termes, mais voilà. Donc on essaie d'imposer à des gens qui ont une autre culture. On peut discuter de leur culture, mais leur culture, elle est basée pour la plupart d'entre eux, c'est je dois manger et je dois me protéger. Ensuite, une fois qu'on a acquis une certaine aisance, moi je vois bien, je veux dire, avec les collègues africains, quoi, c'est que ils n'ont pas le même regard sur la nature que leurs grands-parents, par exemple. Ils savent aussi apprécier d'une certaine manière. Alors, est-ce que c'est parce que nous avons un peu décalqué sur eux, etc. Mais j'en sais rien. Enfin, ils savent aussi apprécier la nature, quoi. Et il me semble que le gros problème est que les forces écologiques aujourd'hui, les grandes ONG, sont en train d'imposer un modèle au nom de la science, au nom de la science écologique. Alors, et on revient au début de notre Tout à fait. discussion. Mais je voudrais l'aborder sous un angle un petit peu différent. Ça me semble extrêmement dangereux parce que les fois où la science a prétendu
faire de la politique, ou du moins où la politique a pris la science comme modèle, on a abouti au totalitarisme. On a abouti à l'URSS, où c'était la science de l'histoire, l'histoire en tant que l'évolution humaine, en tant que science absolue. On a créé une société la plus monstrueuse qui ait pu exister sur Terre. Et le nazisme, effectivement, où alors là on se rapproche encore plus de l'écologisme, parce que le nazisme est le premier régime qui ait pris comme principe la biologie des races, en se calquant explicitement sur Darwin, la lutte des races entre elles, la lutte des nations, etc. C'était la lutte des classes pour le communisme. C'est pas vraiment Darwin, hein. C'est du darwinisme social qui a été... Tout à fait, absolument. On passe par le darwinisme social, tout à fait, de l'Europe, des États-Unis, en France, en Suède, etc. Avec de l'eugénisme, il y a eu tout un... Je passerai rapidement, mais juste de cette idée d'une science qui est accolée à une politique me semble très dangereuse. Et j'ai l'impression que nous revivons la même chose aujourd'hui avec l'écologisme. On revit la même chose avec la biodiversité et le climat à l'heure actuelle, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Alors, c'est la politique qui se cache derrière une caution scientifique. la science a dit, comme ça permet d'imposer quelque chose. On est en train de le faire à l'heure actuelle avec le climat, hein. À l'heure actuelle, certaines radios, je ne citerai pas, il est interdit de donner la parole aux climato-réalistes ou aux climato-sceptiques, hein. Je veux dire qu'il y a qu'une seule voix, la voix officielle de la science. On n'est pas loin, hein, du régime. Alors, moi, je m'insurge profondément contre ça, parce que, alors, c'est compliqué, parce que je comprends bien que les gens attendent de la science des réponses. Mais la manière dont procède la science, c'est par essai et erreur. Je veux dire, pour moi, c'est ça qui a fait... Quand on regarde toute l'histoire de la science, je veux dire, on est quand même parti de la croyance que la nature avait été créée par Dieu, hein, et ensuite, on a cru à plein de choses. Si on revient aux fondations de l'écologie, on a cru que la nature était en équilibre, on a cru que la belle nature, c'était une nature sans l'homme. Hein, je veux dire que... Voilà. Donc la science avance par essai-erreur, et on progresse. L'évolution de l'homme, en quelques dizaines d'années, combien on a eu d'hypothèses sur l'origine de l'homme, etc. C'est tout à fait clair. Donc il n'y a pas une position officielle. La science, à un moment donné, dit on pense que c'est comme ça. Et encore, elle est contradictoire. Oui, mais non, mais je veux dire Il y a des gens qui posent d'autres hypothèses, il y a une confrontation, il y a des débats. On peut dire qu'à un moment donné, il y a un consensus entre une majorité de gens pour penser que... Mais c'est contingent, c'est temporaire, hein, c'est temporel, je veux dire, hein. Je reprends souvent l'exemple de Wegener et de la théorie des plaques, hein, qui, je veux dire, bon, il n'a pas été cru, hein, c'était un dissident, hein, mais Lamarck aussi était un dissident, hein, à son époque, et Darwin aussi était un dissident, hein. Alors, si on muselle, si on fait taire ces voix dissidentes, il y en a qui sont totalement farfelues. Il y a eu plein d'hypothèses sur l'origine de la vie, hein, les corpuscules, je veux dire, la génération spontanée, etc. Tout ça, c'est des hypothèses aussi qui avaient été mises, qui ne sont plus d'actualité, hein, mais il y en a eu dans tout ça qui ont émergé, qui sont sortis de la routine quotidienne, quoi. Et c'est ça qui est difficile à faire comprendre, c'est que la science, et en particulier les sciences, je dirais, de l'économie, de la sociologie et de l'écologie, c'est pas des sciences dures, hein, c'est des sciences qui sont extrêmement aléatoires, j'allais dire, dans toutes les trajectoires de nos sciences, il y a des événements qui se passent qui font bifurquer les trajectoires, etc., quoi, je veux dire, quelque part. On peut pas faire... Et on peut pas faire de prévision. Alors là, c'est le mot-clé. Une science qui ne peut pas faire de prévision n'est pas une science. Or, moi je pense que l'écologie n'est pas capable de faire des prévisions correctes. On peut avoir des tendances à long terme, on peut dire que sur une période de temps relativement courte, il va se passer cela, mais dire ce qui va se passer dans 100 ans... Oui, mais dans 100 ans, il y a peu de chances qu'ils peuvent vous dire ce qui va se passer. Oui, mais en physique, on peut le dire.
Ça dépend de quel système on parle. Oui, non, mais en Système tout cas, solaire, oui. Système solaire, oui. jusqu'à une certaine époque, on pouvait le dire. Oui, Oui, voilà, ça se complexifie rapidement parce qu'en économie, on est incapable de prévoir même à 6 mois. oui, bah oui, on fait des modèles Voilà. à n'en plus finir qui sont tous faux. Je ne parle pas de l'histoire, je ne parle pas de la sociologie. Là, de ce point de vue, l'écologie est quand même soit même enseigne que beaucoup de sciences. Effectivement, alors, c'est une science qui est à mi-chemin entre plusieurs. C'est plutôt un carrefour de sciences, l'écologie. Oui, alors ça, c'est encore un autre problème. Enfin, je veux dire que je reviens sur il y a la réfutabilité en matière d'hypothèses scientifiques, et il y a la prédictivité qui est aussi un critère parmi les critères de scientificité. C'est pas moi qui les ai inventés, qui est la prédictibilité. Bon, moi je dis que ça, c'est quand même tout à fait aléatoire, quoi. Ce qui ne m'empêche pas de dire que l'écologie, d'une certaine manière, c'est quand même l'étude de la nature, de ces différents processus qui peuvent être aussi très utiles à l'homme quand on a découvert les bactéries des grands fonds marins. C'est quelque chose qui, sur le plan industriel, c'est extraordinaire. C'est des espèces autotrophes qui n'utilisent pas comment dire, la photosynthèse. Les sources hydrothermales. Ouais, les sources hydrothermales. Ouais. Bon, je veux dire, on peut trouver plein d'exemples, mais... Non, mais après, c'était pour rebondir là-dessus, parce qu'on parle beaucoup de est-ce que c'est vrai, en fait, les hypothèses, par exemple, du réchauffement climatique ou pas. Mais c'est pas vraiment comme ça que c'est présenté, c'est plutôt la science. En fait, les gens on parle d'Extinction Rébellion, ils disent nous, on dit rien, on ne fait que transmettre la science. Et c'est là où on arrive au cœur, écologie, science ou idéologie, c'est que ce sont des gens qui sont persuadés qu'il faut sauver le monde, mais ils sont persuadés de ne prendre aucune décision. Ils appliquent des choses que leur ont dit les scientifiques. D'ailleurs, c'est la réponse ils ont aucun dialogue en général, à part lisez les rapports du GIEC. Et là, c'est aussi une autre question, c'est bien de repartir dans l'autre sens, c'est dire qu'est-ce qu'on veut à la place parce que là, c'est aussi quasiment divin, quoi. C'est dire la science, c'est Dieu et il faut appliquer. Oui, oui. Alors, ces mêmes gens, d'ailleurs, quand on leur dit que les OGM, c'est intéressant et c'est pas dangereux pour la santé, ne croient pas du tout. Quand la science dit, je veux dire, là aussi, le tri sélectif, quand les OGM, je veux dire que ça fait 30 ans que des gens mangent des OGM tous les jours aux États-Unis ou ailleurs, les animaux mangent des OGM tous les jours. Il n'y a pas eu un seul cas, me semble-t-il, à ma connaissance, qui ait montré que les OGM avaient tué quelqu'un, à part Serralini, là. Oui, enfin, c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Sur le sujet, même si globalement, en termes d'alimentation, oui, mais l'innocuité totale des OGM, je pense qu'il y a quelque discuter. Mais le problème, à mon avis, dans ce genre de sujet, exactement comme pour le réchauffement climatique, est qu'on a un enchevêtrement d'intérêts dans lequel il y a très peu d'approches rationnelles. Parce qu'on a des approches industrielles, on a des approches militantes, on a des approches quasiment religieuses, et c'est très difficile d'avoir une discussion rationnelle. Voilà. En termes de climat, moi, je pense effectivement, à titre personnel, que le climat se réchauffe en partie dû aux activités humaines. Mais dès que j'émets des critiques sur le rapport du GIEC, y compris avec des biologistes, je suis immédiatement envoyé dans les cordes en tant que climato-sceptique. Donc là, on est vraiment à l'opposé de la science et même du discours rationnel. Donc c'est assez effrayant de voir un ordre qui se met en place, qui prend effectivement la science comme une parole divine. Tu as tout à fait raison. Moi, il y a 30 ou 40 ans, je me souviens que je m'étais intéressé à ces questions parce que je m'intéressais justement au changement climatique. C'était les cycles de Milankovitch qui faisaient et ça a disparu ou pas? Quand je pose la question, c'est le silence. C'est le silence. On n'en parle plus, mais on n'a jamais dit que c'était faux. Moi, je n'ai pas entendu dire que c'était faux. Alors, moi, je suis aussi un peu de ceux-là qui pensent qu'on a peut-être un impact, mais qui avait aussi, sur le long terme, des cycles, apparemment des cycles. Je veux dire, il y a eu des cycles de glaciation, quand même. Je veux dire, l'homme, il n'était pas là pendant ces cycles de glaciation. Pourquoi il y a eu des réchauffements et des refroidissements?
Enfin, c'est de l'observation, ça, on se pose des questions là-dessus. Maintenant, si on me dit que c'est l'homme, ben oui, mais enfin, pourquoi ça s'est réchauffé autrefois? Même à court terme, il y a des cycles, les cycles du soleil, il y a des cycles El Niño, il y a énormément, il y a une interpénétration de cycles, et c'est extrêmement complexe. Moi, il n'y a pas de science, pour moi, plus complexe que la climatologie, et c'est étonnant de voir la manière dont elle est très simplifiée, et on vous dit, bon ben voilà, là, nous sommes au mois d'octobre, il fait chaud, donc c'est le réchauffement climatique, et donc c'est dû à l'impact de l'homme. C'est assez effrayant de voir que même des gens qui ont un bagage scientifique tombent réellement dans l'idéologie. Oui, et je me suis empaillé une fois avec un climatologue parce que je me disais la température moyenne de la Terre, mais je veux dire, la température moyenne de la Terre, c'est comme la densité moyenne de la biodiversité, quoi. Je veux dire que ça n'a pas de sens, quoi. Mais enfin, ben oui, non, mais là, je touchais le cœur du réacteur, quoi, je veux dire, hein. Bon, et puis de toute façon, je veux dire que là, quelque part, quand on fait de la science sur modèle, on devrait quand même être assez humble pour se rendre compte qu'on n'a pas introduit tous les paramètres, hein. Parce que ça, c'est clair, il n'y a pas, il y a pas tous les paramètres. Là aussi, j'ai discuté avec des climatologues qui me disaient il y a quelques années, on ne tient pas compte des nuages, on ne tient pas compte de ceci, on tient... Bon, alors De après... la pollution qui a un effet contraire Ouais, avec les ouais. aérosols. Ah oui, maintenant on commence à dire, ah bah Oui. oui, il y a moins de pollution, donc... Oui. Donc ça augmente le réchauffement, puisqu'il y a, il y a moins de particules dans l'air qui réfléchissaient les rayons Bon, du soleil. enfin, tout ça, je veux dire, c'est un petit jeu qui est un petit jeu de pouvoir et d'ego, hein, je veux dire, d'ego et de pouvoir, hein, parce que les deux jouent, hein. Oui, mais qui commence à avoir un impact réel sur la société. C'est-à-dire que nous commençons à être une société où l'écologie devient l'écologie politique devient le levier qui permet de faire à peu près n'importe quoi aux gens. C'est-à-dire qu'il suffit de dire que c'est bon pour la nature, que c'est bon pour l'écologie, et ça permet à la fois de vendre des marchandises et d'édicter de nouvelles lois. Mais on retrouve exactement le même comportement que du Moyen Âge avec la théorie de l'enfer et de l'Apocalypse, hein. Je veux dire, on est exactement dans le même schéma de pensée, quoi, hein. Alors, on vous fait peur en disant, vous voyez, donc, si vous ne suivez pas la voie de Dieu ou de la nature, hein, tout ça va sauter. Et puis, mais par contre, si vous donnez un peu d'argent, ce que j'appelle maintenant les indulgences vertes, vous allez pouvoir peut-être être sauvé, hein. C'est un peu ce que font les ONG. Donnez-nous de l'argent et on va sauver la planète, quoi, hein. On est dans ce schéma de pensée, de dire, alors, une fois de plus, dans un schéma monétaire, quoi, hein, et de pouvoir, parce que avec le pouvoir, on fait ce qu'on veut. Je voudrais qu'on finisse sur une question qui est très intéressante. Vous avez écrit un livre il y a 20 ans exactement, qui s'appelle Quelle nature voulons-nous? Et cette question-là me semble... C'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est à l'issue d'un colloque que j'avais organisé moi quand j'étais aux affaires en tant que directeur du programme environnement du CNRS, qui avait pour objectif de rapprocher un peu les sciences sociales des sciences écologiques, parce que j'avais beaucoup milité à ce niveau-là pour un certain rapprochement des sciences. Je n'ai pas beaucoup développé cet aspect-là, mais je suis bien persuadé que la nature, c'est d'abord aussi des relations, je veux dire, émotionnelles, et pas seulement scientifiques. La science là-dessus, bon... Mais toujours est-il que j'avais posé cette question parce que j'en avais un peu marre de commencer à entendre ce discours un peu catastrophiste, etc. Et j'avais essayé de faire en sorte qu'on essaie de rapprocher ces deux disciplines. C'était à la mode aussi, hein, le multidisciplinaire était à la mode. C'est ce que les bouquins de Léage, par exemple, sur l'écologie, l'écologie humaine, oui, enfin, bon, on peut en discuter, mais je ne crois pas que le mélange des sciences sociales et de l'écologie soit fécond, pour dire les choses. Je pense que les géographes ont eu une approche beaucoup plus féconde du rapport des hommes à la nature. Et je regrette que le mariage entre les géographes et les écologistes ne se soit pas fait. Parce que les géographes avaient une approche beaucoup plus
pragmatique et beaucoup plus sensée de la relation de l'homme à la nature et pas seulement celle des philosophes. C'était des gens qui étaient beaucoup plus près du terrain, les géographes. Justement, je pensais à Élisée Reclus, qui était un libertaire et qui avait une vision qui est presque l'inverse de l'écologisme actuel, qui était presque utilitariste. C'est-à-dire qu'il voyait la nature comme, donc là on peut dire aussi consommation peut-être, mais comme avoir un beau paysage et l'ouvrier en se reposant doit profiter de ce paysage, etc. Qu'est-ce que vous pensez de sa vision? Bah, c'est une vision quand même marquée de romantisme, mais bon, je veux dire que je la préfère à celle du catastrophisme, hein, largement. Mais oui, oui, non, mais je crois que il y a Gorz aussi qui avait aussi une vision très utilitariste de la nature, c'est-à-dire une vision pragmatique, quoi. Je veux dire que bah, moi, c'est un peu celle que j'essaie de dire, quoi. C'est pas facile à dire, mais bah, il faut faire des compromis, quoi. Il faut trouver des compromis. Il y a des zones que l'on va utiliser pour faire de la production, hein, parce que les gens ont plus envie de travailler. Il faut dire les choses comme ça. Ils n'ont plus envie de travailler le sol, en tout cas. Ils ont plus envie. Donc, il faut qu'il y en ait il faut qu'il y ait des petites mains qui les nourrissent, hein. Et puis ben, par ailleurs, on peut très bien imaginer que d'autres régions soient, je ne dis même pas protégées, mais soit préservées, oui. Mais même préservées, je dirais, pour une forme de tourisme, pas pour du tourisme de masse, bien sûr. C'est pas la Côte d'Azur, quoi, hein, je veux dire, mais écoutez, il y a plein de régions de France, moi, que je ne trouve pas tellement dégradées, quoi. Franchement, il faut avoir de la mauvaise volonté pour voir que la France est un pays foutu, quoi. Non, c'est... Donc, il faut... L'exemple que je prenais en début de ces espèces qui se reconstituent, hein, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de choses, il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont irréversibles, hein. Quand les pollutions pétrolières, hein, Torrey Canyon, etc., etc. Mais 2 ans après ou 3 ans après, on ne voyait plus la trace. C'est-à-dire qu'il y a des capacités de reconstitution de la nature extraordinaires, quoi. À partir du moment où vous avez des réserves, des réservoirs, enfin ce qu'on appelle des inoculums, enfin des zones réservoirs, vous réensemencez les zones qui ont été détruites très rapidement et ça se reconstitue. Après, il peut y avoir aussi des traces de métaux lourds, notamment des pollutions qui sont invisibles, mais qui infestent la chaîne alimentaire. Ben oui, mais je sais, sur le Lot, par exemple, il y a... Oui, non, mais C'est complexe. En tout cas, vous avez votre discours est de dire que la nature est complexe et que les interactions entre l'homme et la nature ce sont des phénomènes qui sont extrêmement complexes. Et qui sont culturels. Et qui sont culturels, tout à fait. Qui sont culturels et géographiquement situés. Je veux dire que le raisonnement d'un pygmée, c'est pas celui d'un paysan de Beauce, quoi. Je veux dire que parce que la géographie n'est pas la même. C'est pour ça que je suis attiré avec les théories de Vidal de la Blache en géographie, parce que ça me paraissait quand même quelque chose de sensé, qui le milieu qui détermine voilà, c'est ce qu'on appelait la mésologie. Ah, j'ai oublié de dire ça, c'est que il y a eu un moment où la mésologie était en concurrence avec l'écologie. La mésologie, c'était l'homme qui fait sa niche dans la nature, hein. Ça ne veut pas dire qu'il a détruit. Non, c'était très différent. C'était pas la destruction, hein. On essaie de trouver des équilibres. Enfin, pas des équilibres, j'aime pas ça, mais des ajustements. Je préfère les ajustements. Mais alors, dernière question, si l'homme est capable d'influencer, de modeler durablement la nature, la vraie question est celle que vous posez, quelle nature voulons-nous? Mais est-ce que la confusion actuelle des sociétés occidentales nous permettent de poser la question? C'est-à-dire que même les sociétés, notamment la société française, ne sait plus trop ce qu'elle veut, même pour elle-même. Est-ce que dans ces conditions, elle serait capable de formuler une chose à propos de la nature? Écoutez, je crois que la première chose, c'est l'éducation. Si on apprend aux enfants que l'homme détruit la nature, ça va pas aller très loin. Hein, bon. La deuxième chose, c'est que les politiques doivent essayer de revenir à des choses plus réalistes et pragmatiques.
Alors, on voit bien que quelque part, la gauche entretient les discours apocalyptiques parce que ça lui sert de levier pour essayer de gagner quelques voix et du pouvoir. C'est le substitut de la révolution, en fait, maintenant. La catastrophe écologique est devenue le nouveau nom de la révolution. Oui, voilà, c'est ça. Donc, moi, ce que j'espérerais, c'est qu'il y ait un gouvernement qui soit un peu plus pragmatique, plus réaliste, et qui reçoive évidemment l'adhésion d'une grande partie de la population, mais qui remette un peu les pendules à l'heure, qu'on remette l'église au centre du village, comme on dit quelquefois. Oui, mais c'est peut-être moins une question de gouvernement qu'une question de scientifiques, de militants, d'associatifs, de citoyens, de manière générale. C'est toute la société qui est imbibée maintenant d'écologisme. Oui, moi je constate aussi qu'il y a pas mal de gens qui en ont ras-le-bol. Je veux dire que le catastrophisme climatique, je vois plus beaucoup de gens maintenant qui... on voit bien que les sceptiques ou les... Enfin, c'est pas les sceptiques, c'est ceux qui croient plus au discours. Et pour de bonnes et de mauvaises raisons. Oui, pour différentes raisons. Mais... Ça, le problème est que le discours écologiste aujourd'hui est contre-productif. Mais ce discours écologique, je vais vous prendre un exemple, il laisse croire que si vous faites, à l'heure actuelle, vous prenez des mesures, ça va changer quelque chose. C'est ça, attention, c'est bien ça. Hein. Ce qu'on laisse croire, c'est que vous prenez des mesures, ça va changer quelque chose. Moi, j'ai retrouvé dans mes papiers des écrits de Jouzel et de Mégy, qui étaient Mégy, qui était un grand climatologue français, qui est mort il y a longtemps malheureusement, qui nous présentait un modèle très simple, en disant si on arrêtait aujourd'hui toutes les émissions de gaz à effet de serre, l'inertie du système continuerait encore pendant plusieurs dizaines d'années, voire 100, 200 ans. Si on arrêtait tout, mais je veux dire qu'il faut quand même avoir une sacrée dose d'irréalisme pour se rendre compte que d'abord, nous, en France, on est 1% de tout ça, que les Chinois, ils vont pas arrêter. Hein, on voit bien que les Allemands, ils nous en fument, je dirais, hein, avec leur centrale à charbon, les Polonais aussi, et que finalement, on veut jouer les bons élèves, et que qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va pénaliser notre économie, ça, à tous les coups. Hein. Mais on enfume les gens. Je veux dire, on leur laisse croire que leurs enfants vont bénéficier des... Non, c'est dans 300-400 ans que peut-être on verra si la science ou pas s'est trompée. Il y a quand même un pari sur l'avenir qui est important, quoi, parce que moi, je sais pas, j'hésite à prendre c'est le pari de Pascal d'une certaine manière. Hein. On y croit, on n'y croit pas. Hein. Moi, j'y vois aussi un narcissisme extraordinaire, c'est-à-dire de croire que l'avenir dépend entièrement de nous et de ce que nous ferons maintenant en prenant des petites mesures. Oui, c'est de croire que nous sommes encore au centre du monde. Oui, oui, il y a aussi ce... oui, je veux dire que bon, c'est pas dans ce seul domaine que on se croit encore les maîtres du monde, je veux dire, mais oui, mais on voit bien que de toute façon, je reviens sur les idées que j'ai mettées tout à l'heure. Quand on a faim, quand on a besoin de mieux vivre, on fait pas attention, je veux dire. Les pays en développement, ils veulent avoir un niveau de vie plus élevé. Ils veulent avoir... ils ont en point de mire notre niveau de vie. Hein. Je veux dire qu'il faut être clair. Et pour acquérir notre niveau de vie, il faut l'acquérir avec l'usage d'un certain nombre de ressources naturelles. Pour l'instant, maintenant, on est ou scientiste ou on ne l'est pas. On croit que la technique, la science va pouvoir développer des techniques, faire des steaks végétaux. On fait l'agriculture. Il y a pas mal d'exemples aussi maintenant d'agriculture verticale. Je veux dire, on peut cultiver des salades de manière sans polluer quoi que ce soit. Je veux dire, avec un circuit fermé où on met de l'engrais et des plants de salade qui poussent. Quoi. Je veux dire que il y a l'agroécologie en ce moment, enfin l'agriculture en ce moment fait des projets fantastiques. Hein.
On a visité avec des agriculteurs qui font de la conservation du sol, qui ont une couverture permanente des sols et qui plantent dans les sols où il y a déjà des plantes ouais, mais qui ont besoin de glyphosate. Ils ont besoin de glyphosate de temps en temps. C'est pas des fous, c'est pas des stupides. Mais quand ils ont besoin de glyphosate, ils en ont besoin. Quand vous avez besoin de paracétamol, vous en prenez. Hein. Bon, mais tout ça, c'est du bon sens, quoi. Et non, mais les insecticides, les pesticides, tout ça. Alors, qu'il y ait eu des abus, je suis bien, non, on est d'accord. Hein. Oui, parce qu'il y a aussi une industrie derrière. Oui, mais il y a eu l'industrie, il y a eu... On est passé par une phase où, Ouais, mais dans les années 60-70... il faut se dire aussi que les agriculteurs, quand ils avaient maintenant des pesticides, ça les soulageait d'un sacré point parce qu'ils n'avaient plus autant à craindre la destruction de leur culture. Donc, c'est comme quand on prend des médicaments, quoi. De temps en temps, on en prend un peu plus, quoi. Hein. Ouais, je schématise, mais... En fait, vous appelez tout simplement au réalisme. Oui, mais je pense qu'il faudrait revenir un peu moins de théorie, un peu moins de modèles fumeux et un peu plus de pragmatique. Enfin, la vie serait relativement plus simple. Hein. Mais moi, je pense pas que les gens soient des destructeurs de la biodiversité. Je pense que ils font avec. La preuve, c'est que la domestication n'était pas un rejet des animaux sauvages. Quoi. Et quand on voit que, je veux dire, une fois de plus, en France, ça se produit, mais en Afrique, je l'ai vu plus souvent, quand il y a des petits animaux qui sont abandonnés pour des raisons diverses, parce que leur mère a été tuée, etc., dans les villages, on les prend. Quoi. Ça veut bien dire que quelque part, on n'est pas complètement insensible à nos frères non humains. Quoi. Vous venez d'entendre la seconde partie de l'entretien avec Christian Lévesque, écologie, sciences, politique ou idéologie. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel entretien avec Gabriel Martinez-Gros, La marche vers l'Empire. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site hérétique.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.